BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, les cryptos ont-elles servi à financer les attaques du Hamas? Et puis, les banques centrales seraient-elles finalement favorables aux cryptos? Et le secteur traditionnel, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Enfin, pour finir sur une note d'espoir, est-il envisageable d'envisager une blockchain orientée vers le bien commun? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Edenbaum. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu es en charge du business monnaie numérique et crypto-monnaie chez IDEMIA et auteur du livre « Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies ?» J'ai le plaisir aussi de recevoir Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut. Tu es cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Alors Grégory, j'ai vu que toi aussi, tu avais entendu sur France Info mardi matin que les cryptos étaient, je cite, très efficace pour financer le terrorisme. L'actualité internationale dramatique de ces derniers jours nous propose malheureusement un cas concret. Grégory, est-ce que les cryptos ont servi à financer les attaques du Hamas ? Alors c'est un sujet qui est extrêmement sensible, comme vous l'imaginez bien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que le Hamas a reçu beaucoup de dons en crypto quand même ces deux dernières années. Le Hamas n'est pas le seul. Il y a aussi le mouvement pour le djihad palestinien qui a reçu aussi beaucoup d'argent. Les deux mêlés, en gros, c'est 130 millions de dollars sur 2 ans. Donc c'est considérable. C'est des groupes terroristes qui ont reçu des dons dont, en fait de soutien en fait à travers le monde, mais on ne sait pas, ce qui pour répondre à votre question, si effectivement ces fonds-là ont directement financé des attaques. Tout ce qu'on sait, c'est que ces 2 dernières années, des mouvements islamistes terroristes ont reçu des fonds en crypto-monnaie. Mais alors pour reprendre le cas particulier du Hamas, Grégory, ils ont pourtant annoncé au printemps qui suspendait l'acceptation entre guillemets des dons qu'on leur faisait en crypto. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, en fait, c'est un peu la bonne nouvelle derrière tout ça. Certes, les chiffres ont tendance à faire un peu peur, mais en fait, depuis le printemps dernier, le Hamas a annoncé qu'il cessait les donations en crypto. Pour la simple et bonne raison, en fait, que quand vous faites un don en crypto, quand vous envoyez des cryptos, enfin, si vous voulez envoyer des cryptos à des mouvements terroristes, en fait, on va finir par retracer les flux et en fait tomber sur vous. Donc, en fait, c'est très très risqué pour les donateurs de faire des dons en crypto. Selon Elliptic, la société qui a sorti une étude cette semaine et qui retrace un peu tous les flux, qui a donné justement les quantités qui ont été envoyées au mouvement terroriste. Les dons en crypto, notamment au Hamas et au mouvement islamique palestinien, les dons se sont quasiment arrêtés à partir du printemps, donc disons que ça corrobore avec ce qui a été dit, quoi. Effectivement, là, actuellement, normalement, il n'y a plus vraiment de dons en crypto, même si peut-être ils ont trouvé d'autres moyens. Bon, mais oui, c'est l'idée reçue sur les cryptos. La plupart des gens pensent que les cryptos, c'est bien, c'est anonyme, etc. Sauf que non, la plupart des cryptos, c'est pas anonyme, c'est au mieux pseudonyme. Mis à part quelques cas précis de blockchain privée. Grégory, est-ce qu'on a quand même des chiffres globaux sur l'utilisation des cryptos à des fins terroristes à l'échelle mondiale? Oui, il faut toujours prendre un peu de recul. Quand je vous parle de 130 millions de dollars de dons en crypto pour financer le terrorisme, ça paraît beaucoup. Mais il faut mettre en perspective par rapport à l'ensemble en fait de ce qui est illicite en fait dans les crypto-monnaies. Selon l'étude de Chain Analysis, en 2022, en gros, les choses illicites en crypto, ça pèse 20 milliards de dollars. Dans cette étude-là, le terrorisme pesait pour moins d'1%. Les chiffres n'étaient peut-être pas à jour. Oui, on rappelle que Chain Analysis, c'est une société qui permet de lire un peu tout ce qui se passe sur la blockchain, donc permet de surveiller tout ce qui peut s'y passer. Donc ces données, Grégory, sont intéressantes. Elles sont intéressantes et on s'aperçoit que globalement, c'est pas vraiment le terrorisme qui fait partie des grosses activités illicites. L'énorme poste, c'est surtout les ransomware. Là, effectivement, quand on bloque vos ordinateurs à distance, les rançons sont souvent en crypto-monnaie. On va pas vous demander d'envoyer un chèque, ça c'est sûr. Les cas qu'on connaît pour le terrorisme, en fait, qu'il y a eu en France, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des entreprises qui vendaient des tickets pour acheter des bitcoins en bureau de tabac, et il y avait toute une filière qui avait été organisée pour envoyer des fonds à l'État, enfin au groupe État islamique il y a quelques années. Ça existait, mais ça a été complètement démantelé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pour en avoir parlé avec des agents du renseignement à l'époque, c'est que les crypto-monnaies, en fait, étant donné que ça permet de tout tracer, ils ont laissé passer des flux qu'ils avaient identifiés
pour voir en fait où ça allait. Et ça permet de remonter les filières de façon très efficace. Donc en fait, quand on voit qu'il y a des fonds qui ont été envoyés, c'est une mauvaise nouvelle, certes. Vaudrait mieux qu'il y ait 0 € qui soit envoyé en crypto à des mouvements terroristes. Mais quand il y en a, on permet de les suivre. Follow the money, comme on dit dans les agences de renseignement. Et ça permet en fait de démanteler des réseaux parce qu'on a des preuves irréfutables de là où ça va. Justement, si je peux prendre un exemple. Non, mais justement, toi, tu as connu, Jérôme, les histoires de tickets pour acheter du bitcoin ? Oui. Je savais pas qu'il y en avait plus parce qu'il y a même des automates. On pouvait avoir des. Ouais, effectivement. Et donc, dès qu'il y a un manque de KYC. Mais comme tu le dis, la crypto, c'est très traçable. Il n'y a rien de plus traçable. C'est le principe de la blockchain. Et il y avait un exemple il y a 5 ans. Alors, c'était pas du terrorisme. C'était de la pédophilie, donc encore des choses charmantes. Donc il y avait un site de pédophilie qui s'appelait Welcome to Video, et les enquêteurs américains, donc Follow the Money, pour le faire tomber, pour le localiser, pour trouver le réseau, ont envoyé des bitcoins comme s'ils étaient des SAT, des parties de bitcoin, comme s'ils étaient des clients, et à partir de là, ils ont suivi tous les flux. Le résultat, c'est déjà, ils ont fait tomber le site, ils ont arrêté le criminel qui était en Corée, ils ont saisi 250 000 vidéos, ils ont arrêté dans plein de pays différents, dans 37 pays, ils ont arrêté 300 personnes un peu partout dans le monde, et ils ont même libéré des enfants qui étaient séquestrés, enfin des mineurs qui étaient séquestrés pour la pédophilie. Donc tout ça en utilisant la traçabilité du Bitcoin. Donc pour un criminel, et c'est pour ça que j'étais surpris des chiffres de savoir qu'il y a eu tant d'argent qui est parvenu au Hamas et aux autres mouvements terroristes, mais aujourd'hui c'est arrêté parce que justement c'est très traçable, et pour des criminels c'est pas le meilleur moyen de faire ce qu'ils ont à faire. En fait, le pire, ça serait que les mouvements terroristes reçoivent des fonds et qu'on sache pas du tout d'où ils viennent. Ça, c'est le pire pour une agence de renseignement. Là on sait quoi. On sait, mais d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de faire des transactions en crypto, d'acheter de la crypto sans passer par un KYC ? C'est très difficile aujourd'hui, quasiment impossible. KYC, on rappelle, c'est la procédure Know Your Customer, c'est-à-dire que maintenant, dans la plupart des pays, quand il y a une plateforme d'échange qui est enregistrée, elle est obligée de faire remplir à leurs clients une sorte de formulaire avec leur identité, l'origine des fonds. Il faut prouver son identité et tout. Et en fait, dès que vous faites partie d'un pays membre du grand concert des nations, notamment les membres de l'OCDE, en fait, il y a des normes internationales. Et en France, par exemple, pour acheter du Bitcoin, dès le premier euro, en fait, il faut donner ses informations personnelles. Avant, il fallait faire des achats au-dessus de 1 000 €, 1 500 €. Et si on était en dessous, on passait en dessous des radars, quoi. Là, aujourd'hui, dès le premier euro, on vous demande vos informations. Possible, hein. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, les organisations terroristes se sont rendues compte que c'était pas une bonne idée de passer par les cryptos. La preuve, le Hamas a stoppé les donations. En fait, c'est tellement risqué pour les gens qui envoient. Et on rappellera que rien ne vaut le cash, en fait, pour faire transiter des fonds de façon anonyme. Même si passer des frontières avec des valises de billets, c'est une autre paire de manches. Mais quand même, les gens sont se font moins rattraper si ça passe. Le cash, on va dire, c'est aujourd'hui le système qui est le moins traçable au monde. On est d'accord là-dessus ? Tout à fait. Ouais. Jérôme, tu veux ajouter quelque chose ? Les avantages et les inconvénients. Donc il y a un droit à la liberté et à la protection de la vie privée. Quand même, le cycle du cash aujourd'hui, en France par exemple, il y a une KYC, donc une identification à 2 moments. Quand je vais retirer de l'argent au distributeur, ça va pas être anonyme, je vais avoir ma carte, on va m'identifier, et quand je vais remettre l'argent sur mon compte en banque. Entre les deux, je fais ce que je veux. Donc c'est un atout démocratique. C'est pour ça que les banques centrales mentionnent toujours qu'elles n'ont pas de plan de supprimer l'argent liquide. Mais après, il y a des règles pour protéger contre le blanchiment, contre la lutte contre le terrorisme. Il y a des règles, il y a des limites, tu en as cité une, qui permettent justement de conserver l'état de droit. Pour clore ce sujet là sur le terrorisme et la crypto, aujourd'hui, du coup, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le financement du terrorisme via la crypto ? C'est anecdotique aujourd'hui ? Il existe, il faut pas le nier, il existe. Par contre, il est beaucoup moins important que ce qu'on veut vous faire croire. En fait, les choses illicites donc liées aux cryptos, c'est plutôt les ransomware, ce genre de choses. Mais bon, il faut continuer à lutter, bien sûr. Bon, et Jérôme, tu le disais, tu parlais des banques centrales qui ne comptaient pas supprimer le cash, mais elles s'intéressent aux cryptos, malgré le fait qu'on pouvait croire qu'elles s'y étaient opposées. Les choses sont en train de changer ? Oui, c'est pas si simple. Donc, juste pour rappeler le contexte, Satoshi invente Bitcoin, donc la blockchain, et la monnaie qui va dessus, Bitcoin.
qui est une monnaie sans autorité. Derrière, très bonne idée. Donc le monde privé s'en mêle, c'est les stablecoins et les banques centrales avec leur monnaie numérique de banque centrale. Donc à partir de là, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, qui va avancer le premier, qui va prendre l'initiative. Facebook lance son Libra, qui est un échec à cause du régulateur. Mais c'est pas fini. L'été dernier, PayPal lance sa monnaie privée. Alors ce coup-ci, c'est adossé au dollar. Ça reste une monnaie globale, mais adossé au dollar. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde se regarde. Quelqu'un me disait, PayPal, c'est un peu la piqûre de rappel. Si nous, on bouge pas, il y a quelqu'un d'autre qui bouge. Et évidemment, les banques centrales veulent faire partie de ce jeu, ne veulent pas être distancées, veulent pas que demain, soit les cryptos, soit les monnaies privées qui les remplacent, donc poussent leurs options. Et les acteurs traditionnels, financiers traditionnels, comment eux voient justement la blockchain et les cryptos, Jérôme ? Alors, aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions. Les acteurs financiers traditionnels, ils sont à fond dedans, mais pas tellement sur la crypto, beaucoup plus sur la tokenisation, ce qu'on appelle la tokenisation de l'économie. Il y avait une conférence organisée par la Banque de France qui était vraiment intéressante au début du mois. Déjà, il y a le gouverneur qui a mis en avant ces tendances majeures, ces disruptions que sont la tokenisation et la blockchain. Donc, il y a vraiment du mouvement autour de ça. Ils ont montré une expérimentation qui a un peu bluffé tout le monde, qu'ils ont fait donc sous l'égide de la Banque pour les règlements internationaux, qui est un peu cet organisme qui coordonne les banques centrales, avec la Banque de Singapour, enfin l'autorité monétaire de Singapour et la Banque nationale suisse. Et qu'est-ce qu'ils proposent de faire ? Ils proposent d'en faire de la DeFi, quelque chose qui ressemble à la DeFi, à part que c'est pas décentralisé. Donc un automated market maker, en français un faiseur de marché, un teneur de marché automatique. J'ai toujours du mal pour les traductions. Et donc on peut faire des changes entre des euros, c'est expérimental, c'est un prototype, entre des euros, des francs suisses et des dollars singapouriens, avec des règles entièrement gérées par un smart contract, en fait c'est Curve, l'AMM qu'ils ont pris. Et donc on a des banques centrales qui font ça. Alors vous allez me dire pourquoi prendre de la monnaie centrale plutôt que des cryptos. Bien évidemment, c'est cette guerre des crypto-monnaies qui m'est chère, enfin c'est cette concurrence. Pour les banques centrales, c'est le support, c'est l'ancrage de la confiance qui est dans la monnaie centrale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire, que ce soit les banques centrales ou les acteurs financiers traditionnels ? On peut dire quoi ? Ils aiment la blockchain, mais pas les cryptos. Comment on fait la différence entre les deux ? Parce que souvent, les gens confondent. En tout cas, on peut dire ils travaillent tous dessus, ils n'ont pas forcément le même niveau d'avancement. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'évolution à l'époque, quand on disait blockchain, Bitcoin c'est mal, oui la blockchain par contre. La tokenisation, c'est l'émanation en fait de cette pensée. Et tout simplement, on s'appuie sur des protocoles blockchain. Souvent, c'est Ethereum. Donc pour mettre des actifs numériques dessus qui représentent des actifs du monde réel. Bon, on parle souvent des obligations, ce genre de produits, mais voilà, c'est ce qui se passe. Justement, ces actifs du monde réel, Jérôme, la tokenisation d'actifs, on en parle pas mal. Concrètement, ça s'adresse quoi ? À tous les actifs, à certains types d'actifs ? C'est une hype ou alors il y a vraiment quelque chose de concret derrière une technologie qui peut accélérer tous ces process-là ? Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très massif. Encore hier, je voyais les actualités, il y a JP Morgan qui a annoncé donc, sur leur blockchain qu'il y a BlackRock. Donc BlackRock, c'est le plus gros asset manager du monde. C'est eux qui gèrent le plus d'actifs. Donc ils ont tokenisé des actifs de BlackRock qui ont été ensuite utilisés en collatéral, je ne rentre pas dans les détails, par Barclays. Donc c'est du concret aujourd'hui. On dit que toutes les banques ont des projets de tokenisation. Donc JP Morgan, Goldman Sachs, en France, Société Générale qui est en pointe, Crédit Agricole, BNP, etc. Tout le monde travaille dessus. Et qu'est-ce qu'on tokenise ? On tokenise tout. D'abord les titres financiers, parce qu'il y a des avantages évidents en termes de rapidité, de friction, de oui, coût. justement, qu'est-ce que ça apporte en plus que ce qu'il y a déjà ? C'est-à-dire que si on tokenise des titres financiers, c'est quoi la différence par exemple, comme si on détient des actions, c'est quoi la différence entre détenir des actions et détenir des titres financiers tokenisés ? Si je veux t'envoyer une action, j'ai une action Apple, je veux te l'envoyer. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué que je ne saurais même pas décrire le nombre d'acteurs qu'il y a. Il y a du pré-trade, il y a du trade, du post-trade, il y a des custodies, enfin... Trop d'intermédiaires. Plein d'intermédiaires. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et ça coûte cher. Et ça coûte très cher. Et c'est de la friction. Avec la blockchain, avec un token, mon wallet, ton wallet, c'est fait. Immédiatement. Il y a zéro intermédiaire. Donc,
on comprend tout de suite, et c'est instantané. Instantané, le temps qu'un bloc soit processé, ce qui est à peu près instantané. Aujourd'hui, un trade, c'est 2 jours après. Donc, en termes de rapidité, en termes de friction, en termes de coût par le nombre d'intermédiaires, il n'y a que des avantages. Et aussi, avec les propriétés de la blockchain, on peut faire des choses très intéressantes. On peut être sûr d'être payé. C'est-à-dire, quand j'envoie l'action, est-ce que je suis payé ? Aujourd'hui, il faut mettre plein d'intermédiaires pour garantir ça, delivery versus payment. Là, c'est direct. Et là, c'est direct, c'est garanti par l'algorithme de la blockchain. Il y a un exemple qui est très parlant, qui est souvent utilisé par Société Générale et sa filiale Blockchain Forge. En fait, émettre une obligation sur la blockchain, ça prend quelques minutes. Et émettre une obligation de façon traditionnelle, ça peut prendre plus de 2 semaines. En fait, le temps d'appeler les gens, sentir le marché et tout ça, c'est un enfer. Et donc, en fait, là, tout de suite, quand on sent qu'il faut le faire, on peut y aller. Parce que n'empêche, quand on a l'idée d'émettre une obligation et le temps qu'elle se fasse, souvent les conditions de marché, elles ont changé. Ça peut être un problème. Là, en fait, en quelques minutes, ça peut être fait. C'est ça, en fait, la tokenisation, le grand apport aussi. Alors, tu as déjà répondu partiellement à la question que j'allais vous poser, mais on voit qu'il y a un avantage par rapport aux utilisateurs. Donc, pas d'intermédiaire, plus rapide, moins de frais. Mais ces acteurs traditionnels, ils n'aiment pas être des intermédiaires. Justement, eux, comment ils voient ça ? Visiblement, ils sont friands de cette tokenisation d'actifs, mais on pourrait se dire aussi, finalement, c'est pas génial pour eux parce qu'ils vont se faire des intermédiaires d'une manière ou d'une autre. On a toujours dit que la blockchain, ça allait supprimer les intermédiaires. C'est un peu plus complexe que ça. Ça va en supprimer certains, mais il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver et utiliser la blockchain directement. Pas tout le monde ne sait le faire. Il va falloir des spécialistes qui s'en chargeront. Et l'exemple de Société Générale est assez parlant. En fait, on va s'adresser à Société Générale pour émettre des obligations. Là, ça sera sur la blockchain, mais il faudra toujours quelqu'un pour le faire. Vas-y, oui, Jérôme. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un émetteur comme Société Générale voit son intérêt. Il y a certains métiers peut-être qui ont plus de soucis à se faire, qui vont se reconvertir. Custody aujourd'hui, custody dans le domaine traditionnel peut devenir de la custody, donc le fait de conserver des titres, demain ils vont conserver des actifs tokenisés. Parce qu'il faut voir que ça va même au-delà. Enfin, on parle des titres financiers parce que évidemment, actions, obligations, c'est ce qui va partir, ce qui est en train de partir en premier, mais ça va bien au-delà. Des actifs immobiliers, par exemple, ou des matières premières, des crédits carbone. Les actifs immobiliers, aujourd'hui, je veux acheter de l'immobilier, je vais aller chez un notaire pour, encore une fois, faire cette garantie, je paye, je reçois le titre. Demain, avec la tokenisation, je paye, je reçois un NFT qui est homologué par le cadastre et qui représente mon bien, voire une partie, parce qu'on pourrait acheter, par exemple, 10% d'un bien immobilier. Tout ça, ça devient très facile. Et ensuite, des cas même beaucoup plus peut-être anecdotique, mais qui plus proche de nous, acheter un billet de concert. Je veux aller à un concert, je veux acheter un billet d'occasion. Vous vous souvenez, Stade de France, le problème des faux tickets. Là, déjà, je vais avoir 2 avantages. Je vais avoir un billet dont je vais pouvoir vérifier l'authenticité sur la blockchain, avec des propriétés cryptographiques, que je vais pouvoir utiliser pour rentrer dans le stade. Mais également, encore une fois, pour le paiement, je vais être garanti que quand j'envoie le billet, je reçois le paiement dans une opération atomique. Donc, pas de risque d'arnaque. Et Jérôme parlait à raison de l'immobilier. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez révolutionnaire, c'est aussi, en fait, pour tout ce qui est illiquide, l'immobilier, c'est une chose, mais par exemple, les actions des sociétés qui sont non cotées. Aujourd'hui, c'est très difficile, en fait, de s'échanger, d'acheter, vendre ces actions-là. En fait, à partir du moment où tout devient coté, ça fluidifie énormément le marché. Ça ferait une cotation en temps réel d'entreprises qui ne sont pas cotées, donc 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et pour le financement des PME, c'est génial. Ouais, non mais c'est vrai. Et justement d'ailleurs, question, on voit qu'il y a plein de cas d'usage de la blockchain. Pour ce qui est du système financier traditionnel, pour vous, à part la tokenisation d'actifs, on vient de le voir qui est déjà très large, est-ce qu'il y a un autre cas d'usage que vous voyez arriver et qui va faire bouger les choses dans les années à venir ? Messieurs. Sur la finance traditionnelle. Comment est-ce que la blockchain peut changer la finance traditionnelle ? On a parlé de la tokenisation d'actifs. Est-ce qu'il y a un autre cas de cette technologie la tokenisation, c'est le grand sujet, quoi. Après, on peut parler des monnaies numériques de banque centrale, mais je vois c'est que 2 grands exemples, mais c'est déjà beaucoup. Vas-y. Oui, après, il y a des choses plus anecdotiques. Alors, je ne veux pas dire d'erreur, mais je crois qu'il y a un fichier de la Banque de France. C'est pas les interdits bancaires, mais c'est un fichier de ce type-là qu'ils ont mis sur la blockchain parce que c'est plus simple à gérer pour les banques qui déclarent, pour celles qui consultent.
Donc c'est pas passionnant, c'est pas quelque chose qui fait des gros titres, mais c'est pratique, c'est une utilisation de la blockchain, comme il y en a dans la logistique, il y a plein de cas d'usage qui peuvent être intéressants. Celui-là, par exemple. Mais le gros, encore une fois, tokenisation, sachant que la monnaie numérique de banque centrale, pour moi, c'est une tokenisation, c'est la tokenisation de la monnaie. On tokenise les titres, on tokenise la monnaie, et donc ça fait partie de ces grandes manœuvres. Et d'ici 2030, le cabinet BCG estime que l'ensemble des actifs tokenisés pèseront 16 000 milliards de dollars. Hein. C'est considérable. Hein. Ça va avancer très vite. Et là, tu citais le BlackRock et JP Morgan, mais en fait, il y a des nouvelles comme ça, mais presque toutes les semaines, ça se multiplie. Ce n'est plus, la blockchain est vraiment en train de rentrer dans les mœurs, en tout cas les mœurs financières. Donc la blockchain, mais pas forcément ce qu'on appelle les cryptos. Pour vous, c'est plus la blockchain qui va rester que les cryptos en elles-mêmes. Juste, on va moins en parler. Mais pour émettre des obligations sur la blockchain Ethereum, il faut de l'Ether. Hein. Donc, Société Générale a de l'Ether, travaille avec de l'Ether quand ils conçoivent leur smart contract et tout. Donc, les cryptos qui vont rester, les tokens qui vont survivre, entre guillemets, c'est les tokens attachés à une blockchain, ces tokens qui auront une réelle utilité, que ce soit de la gouvernance, que ce soit dans l'échange de valeurs. Bien sûr, oui, pour la gouvernance, mais en fait, tout simplement, pour utiliser les blockchains, il faut payer ce qu'on appelle les frais de gaz, hein, les frais de transaction, qu'il faut des tokens pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'on pense qu'Ethereum est un projet d'avenir, parce qu'il est utilisé par la plupart des grandes institutions, et ces institutions ont besoin d'Ether dans leur coffre pour utiliser tous ces protocoles. C'est drôle, on a vu hier dans cette émission qu'il y a des choses aussi qui allaient se passer sur Bitcoin. Peut-être qu'on va avoir des smart contracts sur Bitcoin comme sur Ethereum. Jérôme, un dernier mot là-dessus ? Oui, donc le Bitcoin il restera, je pense, un actif spéculatif, donc avec d'autres objectifs. Encore une fois, la banque traditionnelle n'aime pas trop ça, mais il y a un autre marché pour. Ensuite, c'est les NFT. Les NFT, quand on parle de tokenisation, c'est des NFT. Tout ça, c'est des NFT. Les actions, ça va être des NFT. L'immobilier, ça va être des NFT. Alors, c'est pas des singes avec des lunettes, hein, c'est autre chose. Mais les gens qui disent, est-ce que les NFT ont de l'avenir ? Oui, les NFT ont énormément d'avenir parce que, encore une fois, tout va être tokenisé. La technologie NFT, mais après, peut-être pas forcément certaines collections. En fait, on associe trop souvent les NFT, par exemple, au Bored Ape que tu citais là tout à l'heure. C'est pas que de l'art numérique, les NFT. C'est un support qui permet de garantir l'authenticité de quelque chose. Donc, ça peut être de l'art, ça peut être un produit financier. Bon, et toujours dans les cas d'usage, pour finir, messieurs, Grégory, est-ce qu'une blockchain peut travailler pour le bien commun ? Alors le bien commun, qu'est-ce que c'est ? C'est très large, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? On a vu qu'il y avait... c'est quoi une blockchain for good ? En fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent la blockchain qui apportera le meilleur pour la société. Tout le monde se dit elle n'existe pas encore et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui polluent et compagnie. Sauf qu'en fait, moi je trouve qu'elle est déjà là, et c'est la première, c'est Bitcoin. Bitcoin, en fait... bien sûr, beaucoup de gens disent que ça consomme beaucoup d'énergie. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait que ça apporte des vertus au modèle économique des producteurs d'énergie verte qui n'ont pas tout le temps en fait des gens pour consommer leur énergie. Le fait d'avoir des mineurs de Bitcoin insérés sur des réseaux électriques, ça permet de stabiliser la demande en fait sur les réseaux, donc c'est bien pour les opérateurs de réseau. Donc il y a plein de choses positives comme ça. Et pour en parler aussi 2 minutes, on peut aussi citer l'inclusion financière. Certes, nous sommes en Europe, nous avons une monnaie relativement stable. Il y a pas c'est ça, parce que souvent les détracteurs disent non, mais en Europe, à quoi ça sert concrètement ? Ça sert à rien en Europe. Mais c'est quoi ? Il faut élargir le spectre ? Bien sûr, il faut dézoomer. Le monde, c'est pas l'Europe. Il y a énormément de pays dans le monde où la monnaie fluctue énormément, une inflation énorme, ça appauvrit les gens d'une année à l'autre. Et bien, quand en fait le gouvernement vous empêche d'acheter d'autres monnaies, donc souvent du dollar, parce qu'il y a souvent un contrôle d'échange très important. Par exemple, en Argentine, les gens ne peuvent pas acheter du dollar aussi facilement que ça. Eh bien, c'est très bien qu'il y ait des alternatives. Bitcoin, c'est pas la seule. Il y a les stablecoins aussi, donc qui sont très efficaces pour ça. Mais Bitcoin, disons étant donné qu'il n'y a personne derrière, c'est la monnaie libre, c'est la monnaie d'internet, et en cela. Je pense que quand on parle de blockchain for good, blockchain pour le bien commun, je trouve que le Bitcoin remplit totalement sa mission. Et le Bitcoin ici, on n'a pas fini d'en parler depuis 2009 et encore, a priori,
pas mal d'années devant lui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Jérôme Edenbaum, je le rappelle, en charge du business monnaie numérique et crypto-monnaie chez Idemia et auteur du livre Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies, dont on a un peu parlé ici. Merci beaucoup, Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Quant à nous, on se retrouve lundi dès 15h, mais demain, restez bien là, soyez présents à 15h. C'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée, à lundi et à demain pour les pros des cryptos. BFM Business, BFM Crypto, le club.